Salut à toi, nous voici présentement pour l'atelier 3 sur 9. Donc l'énagramme Orenda subtil et complet. Donc tu peux constater que je te propose de replonger au cœur de cette étoile, de cette roue, euh, pour pouvoir vraiment appréhender au mieux cette symbole, cette symbolique, cette forme que tu vas inscrire en toi et qui va te permettre de comprendre, de ressentir et de voir plein de choses. Donc j'espère que tu as bien pris, ton carnet, et ton crayon ou sinon ton ordinateur pour prendre des notes parce que là, on va faire 2 exercices. Il y en a un, pour lequel je vais t'inviter à répondre de manière, rapide ou en tout cas spontanée et un autre exercice où là, je mettrai l'écran, pour nous 2 et là, en fait, je vais t'inviter à y répondre et tant que possible et à un moment donné, en rendez-vous individuel, on en reparlera. Donc voilà, on va commencer et ensuite on verra les 3 derniers énéatypes. On a déjà vu lors des 2 derniers énéagrammes rendez-vous, on a vu 3 et 3, donc on est arrivé à 6. Maintenant, il en reste 3 pour faire la totalité des 9 énéatypes, puisque je le rappelle, Énéa 9 type profil, donc les 9 profils. Donc, bienvenue à toi et c'est parti. Là, je te laisse avec l'image des énagrammes. Si tu as besoin, tu peux fermer les yeux pour la suite de l'exercice ou sinon vraiment te concentrer sur cette feuille pour répondre aux questions que je vais te proposer. Donc, petite histoire quand même. Oui, voilà, ici, on va rencontrer notre animal totem, ou en tout cas le tien. Rencontrer toute l'énergie du zodiaque et de la médecine taoïste qui viennent ici fusionner pour la roue de médecine Orenda. Et donc, cette roue de médecine Orenda, je ne sais pas si tu le sais, mais je vais t'expliquer. Orenda, c'est un mot qui a été choisi et emprunté au peuple iroquois. Orenda, c'est l'essence spirituelle. Orenda, c'est le soi accompli. Donc, voilà pourquoi je te parle de roue de médecine, puisque on va rencontrer aussi souvent ensemble la roue de médecine des Amérindiens, parce que c'est une médecine qui m'inspire beaucoup. Et donc, de nombreuses cultures, celle-ci et d'autres, prétendent à certains animaux des vertus protectrices, dont l'animal totem. Ils veillent sur les humains et leur transmettent des messages qui les guident dans la vie. Donc, on peut le voir aussi tout simplement chez nous. Quand on est né à une certaine date, en général, on va être poisson, on va être lion, on va être sagittaire. On va avoir un signe qui est en lien avec les étoiles et donc qui fait quand même référence aussi à un animal. Donc ça, c'est dans toutes les cultures. Donc, nous pouvons retrouver chez certains animaux des traits de caractère qui vont être spécifiques. On va bien voir que l'énergie du saumon est complètement différente de l'énergie de l'ours, etc., etc. On va avoir voilà, tous ces animaux qui peuvent faire partie de différents espaces. Donc, ça peut être l'eau, l'air, le feu, la terre. Et en médecine taoïste, on rencontre aussi le bois et le métal. Mais ça, on en parlera un peu plus après. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'effectivement, un animal qui est dans l'eau, il a des différences avec celui qui est sur Terre et celui qui est dans l'air et celui voilà, tous ces animaux. Donc, ces lignes de force, ces lignes de caractère ont beaucoup de points communs avec nous. C'est ce que je t'invite à rencontrer lors de cet atelier. Donc, peut-être se poser la première question, qu'est-ce que vous admirez le plus chez certains animaux? Voilà, qu'est-ce que vous admirez chez l'animal qui vous vient, par exemple? Alors, s'il n'y a pas d'animaux qui vous vient, on peut prendre les animaux du zodiaque. Vous pouvez, si vous voulez faire l'exercice très en profondeur,
prendre le référencement des animaux amérindiens et mettre à côté, voilà, qu'est-ce que vous admirez le plus chez lui? Ou prendre le zodiaque et mettre, voilà, pareil, de la même manière, qu'est-ce que vous admirez le plus? Pour faire simple et pour faire dans les animaux qui sont plus proches de nous, qu'on a domestiqués, on peut penser au cheval, on peut penser au chien, au chat, aux poissons, on peut penser aux écureuils, aux hérissons, aux chevreuils, aux cerfs, alors aux sangliers, aux renards, aux papillons, aux abeilles. Vous voyez, laissez venir ce qui vient s'installer en vous. Sachez rire des animaux qui vous viennent, la sauterelle, la puce. Et puis voilà, mettez à côté, qu'est-ce que vous admirez le plus chez lui? Une fois que vous aurez fait voilà, cette étape d'exercice, bon, c'est pas obligé non plus d'être ça peut être juste un animal hein, ou deux ou trois, c'est pas obligé d'être très long, c'est juste voilà, une proposition d'exercice pour toi. Et puis encore une autre question, qu'est-ce qui vous fascine dans ces animaux-là? Et avec lequel vous avez le plus d'acquaintance? Une fois que vous avez identifié celui en particulier qui va vous inspirer et celui avec lequel vous avez le plus effectivement d'acquaintance ou de partage, ici, ce qui va nous intéresser dans cet atelier Orenda, c'est surtout le pourquoi. Pourquoi c'est avec cet animal-là qu'il y a quelque chose? Donc, je vous laisse noter. Et maintenant, on va passer aux exercices un peu plus rapides. Donc moi, je vais lire les questions et puis je t'invite à y répondre tout de suite. Tu vas voir, évidemment, c'est des questions beaucoup plus simples que celles que je viens de te poser. Et puis, si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave, on passe à la suivante. Moi, je vais te partager aussi ce diaporama dans lequel tu pourras replonger tranquillement. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ces réponses spontanées et directes. Et c'est pourquoi je ne t'ai pas encore partagé toutes les questions à l'écran. Alors, on y va. Vous dormiez et un moustique vient au-dessus de votre visage. Comment réagissez-vous? Deuxième question. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez un feu de cheminée ou un feu au dehors? Troisième question. Quelle est, selon vous, la qualité primordiale d'un chef d'État ou d'un chef de tribu? Quatrième question. Quelle est la maison de vos rêves? Où est-ce qu'elle se situe, cette maison? Cinquième question. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir d'entendre à votre propos? Sixième question. Qu'est-ce que avoir une bonne santé pour vous? Septième question. Des vacances réussies? Ce sont des vacances où vous vous dites quoi au retour? Qu'est-ce qui se passe pour vous au retour de ces vacances qui ont été extraordinaires? Huitième question.
lorsque vous êtes exténué, à bout de nerfs, de quoi avez-vous envie? Neuvième question. Qu'est-ce que vous pourriez envier aux animaux? Dixième question. De quoi seriez-vous le ou la plus fier dans votre vie, dans les prochains jours? Je t'invite à respirer avec toutes ces questions, observer comment tu as pu répondre à tout ça. Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu des réponses automatiques? Est-ce qu'il y en a où il n'y a pas eu de réponse? Voilà, je te laisse observer ça et je vais te partager la suite à l'écran. Et évidemment, à la fin, je te repartagerai ce qu'on vient de voir. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la suite. Et donc, cette fois-ci, c'est une fiche que je t'invite à créer pour toi. Et on en parlera ensemble ensuite en rendez-vous individuel. Donc, j'ai bien évidemment inscrit en haut exemple. Donc, tu écris ton nom et ton prénom. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le voir dans cet exercice, comme on peut le retrouver dans un rendez-vous individuel, on peut compter le nombre de lettres et trouver une numérologie grâce au nom et au prénom d'un individu. Donc voilà pourquoi je te propose d'écrire sur cette fiche ton nom et ton prénom. Et puis ta date de naissance. Donc là, j'en ai mis une en exemple. Parce que il y a un bouquin avec lequel je travaille, puisqu'en fait, il est une ressource assez complète et extraordinaire. Donc, c'est le livre de Dan Millman, voilà, Votre chemin de vie, qui est assez complet et qui semble quand même, par les preuves qu'il nous a un peu tous apportées, super intéressant. Et quoi qu'il en soit, pour moi, ces outils sont intéressants parce qu'en fait, ils permettent de mettre en avant, en exergue, des réflexions. Et donc, quoi qu'il en soit, voilà, ça nous permet à chaque individu d'avancer sur nos chemins de vie. Et donc, le pourquoi pas de calculer et de jouer avec cette numérologie. Donc, qui s'appelle donc Dan Millman, c'est pour ça que je l'ai écrit sur cette fiche. Donc, vous voyez bien, le 22 juillet 1982, pour compter le chiffre dont on va avoir besoin pour l'étude, bien, on va vraiment tout décortiquer. Le 22 devient 2 plus 2, 7 c'est juillet, et le 1 de 1982. On obtient 31. Jusque-là, c'est OK. Et on va ajouter un point, et on va mettre 4. Parce que le 4, ça va être l'addition du 3 et du 1. OK? Donc le 31, c'est l'énergie de ce qui est acquis. Le 4, c'est l'énergie, ce vers quoi l'être va, ce vers quoi l'on va. Ici, par exemple, le 4, c'est la stabilité et la méthode. Le 1, c'est la créativité et la sécurité. Et le 3, c'est l'expression et la sensibilité. On regardera aussi ensemble ta fiche Médecine Orenda et on va voir les animaux qui te sont associés. Donc, l'animal chinois pour cette personne avec cette date de naissance-là signifie que cette personne est liée au chien d'eau. Sa personnalité, au chien d'eau, est honnête, fiable, diligent, perspicace, désintéressé, dévoué, lunatique, fun et aventureux. Et donc, dans le zodiaque, parce qu'effectivement,
on peut le retrouver sur différentes lectures, eh bien, on va se retrouver dans l'énergie du lion. Le lion qui est un signe fixe et qui est lié à l'élément classique du feu. C'est un principe d'énergie qui est de l'enthousiasme et il partage aussi beaucoup cette énergie du feu avec le bélier et le sagittaire. Pourquoi j'ai mis cette phrase-là? Parce qu'en fait, on peut peut-être se rendre compte que les lions, les béliers et les sagittaires peuvent être facilement en lien. Et puis, la planète maîtresse donc de cette personne avec cette date de naissance spécifique, sa planète maîtresse est donc le Soleil. Donc, chacun d'entre nous avons voilà, une planète avec laquelle on a plus ou moins d'affinité. Et donc, ça peut, par rapport au circuit lunaire, hein, dont je parle souvent dans la médecine Orenda, eh bien, ça peut influencer voilà, nos émotions, ça peut influencer nos rythmes. Et donc, c'est pas inintéressant quand même. Donc, chez les animaux amérindiens, eh bien, cette personne, encore une fois avec cette date de naissance-là, fait partie du vent du sud. Et dans la période du mûrissement, son animal à elle, c'est le saumon. Le minéral qui lui est associé est la cornaline. Le végétal, le framboisier, qui est donc dans cette roue de médecine Orenda opposée à la roue de médecine de la loutre. Parce que on peut se dire que ce saumon peut peut-être trouver un équilibre avec la loutre. Ce saumon fait partie aussi de la famille de la souris et donc aussi en lien avec l'épervier. Tout ça, c'est la spiritualité donc de la roue de médecine Orenda. Pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je vous parle de la médecine amérindienne? Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir lire le totem. Donc, si je vous propose d'étudier votre totem animal, eh bien, c'est intéressant d'aller voir comment est construit un totem. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a différents étages avec plusieurs animaux. Eh bien, en fait, tous ces animaux font référence à ce que je viens de vous citer ici. Et parfois, on va reconnaître des végétaux et des minéraux qui seront symbolisés. Donc, chez cette personne avec cette fiche-là, on peut reconnaître ces éléments. Dans quel élément cet individu se sent en équilibre? Eh bien, les éléments sont l'eau, le feu et l'eau. Donc, encore une fois, voilà, c'est une carte, un peu une carte d'identité énergétique. Et moi, je trouve ça assez fabuleux. Et puis pour terminer, cette personne est reliée à un arbre dans la médecine celte. Et dans la médecine celte, eh bien, son arbre fétiche est l'orme que vous pouvez voir ici en photo sur le côté. Donc, ma proposition en rendez-vous individuel, c'est de t'offrir cette fiche qui est la tienne et qui est unique. Voilà, donc on se retrouve en rendez-vous pour en parler plus spécifiquement ensemble plus tard. Je te montrerai les questions à la fin. Pour le moment, on va revenir expressément à nos énéagrammes et donc principalement aux 3 archétypes que l'on va rencontrer ce soir. Donc les 3 archétypes que nous allons rencontrer, c'est le 9, le 3 et le 6. Donc encore une fois, je vous remets évidemment cette étoile pour que vous puissiez vraiment l'intégrer. Et donc, on a vu ensemble les énéatypes 2, 5 et 8, où le monde extérieur est plus important que le monde extérieur est plus important que le monde intérieur, avec le 2 qui est émotionnel, dans le royaume émotionnel, le 5 qui est dans le royaume du mental, le 8 dans le royaume instinctif. On a vu également la dimension intérieure qui est plus importante. Ça, on l'a retrouvé avec l'énéatype 4, qui est dans le royaume émotionnel, l'énéatype 7, qui est dans le royaume du mental, l'énéatype 1, qui lui est donc chez les instinctifs. Ce soir, ici et maintenant, on voit le monde intérieur et extérieur. En fait, ils sont importants tout autant l'un que l'autre.
Et donc, chez ces énéatypes 3, 6 et 9, eh ben, ils sont tendus entre les deux. Ils ne savent pas s'ils doivent être à l'intérieur d'eux-mêmes ou s'ils doivent être à l'extérieur. Et donc, ils sont un peu, voilà, ils ne savent pas trop. Donc, c'est ce qui peut se produire pour ces archétypes-là. Et on va le voir plus en détail, évidemment. Donc, l'archétype 3, on l'appelle le battant. Il fait partie du royaume, vous savez ici, émotionnel. Le 6, qui se retrouve, vous le voyez, hein, ils sont inscrits dans ce triangle. Le 6, qui est reconnu comme étant un loyal, fait partie du royaume mental. Le 9, qui est au sommet de ce triangle, fait partie donc du royaume instinctif. Je reprends avec le 9. Donc le 9, c'est le médiateur. Le médiateur, on raconte qu'il réfrigère la colère à l'intérieur de lui pour éviter les conflits à tout prix. Et je vous rappelle quelque chose, pour chaque énéatype, chaque énagramme, c'est plus fort. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher, je réfrigère ma colère parce que je ne supporterai pas qu'elle soit à l'extérieur. Le battant, l'archétype 3. Le battant, il ne montre pas sa tristesse. C'est pas possible pour lui de montrer sa tristesse, parce que montrer sa tristesse, ça serait montrer qu'il n'est pas battant. Vous comprenez bien. Et puis l'archétype 6. L'archétype 6, donc, que l'on trouve ici, le loyal. Le loyaliste a peur de la trahison. Encore une fois, j'ai envie de dire évidemment. Et donc, paradoxalement parlant, la façon dont on s'exprime, dont on croit ou pas à nos croyances limitantes, la façon dont notre masque archétypal est collé, eh ben, ça va être forcément, déjà, un, plus ou moins visible, et deux, ben, parfois, on va attirer ce que l'on ne veut pas. On va attirer ce que l'on ne veut pas pour se donner raison. Tu vois, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Ben forcément, on a besoin, en tout cas l'ego, à l'intérieur de nous, a besoin de valider cette croyance. Donc, on va tout faire pour le louper. Okay, par exemple, ah ben non, ça je sais pas faire, donc ben, je vais pas le faire parce que si je le fais, je vais le louper. Je peux vous assurer que si vous le faites, vous allez le louper. Okay, essayez d'aller voir au-delà de vos croyances. Je prends un exemple. Quelqu'un qui adore grimper, qui fait de l'escalade. Okay, et bien, l'idée ici, c'est de se dire, OK, pourquoi je fais de l'escalade? Parce que quand même, j'ai super peur de tomber. Enfin, je veux dire, tu vois comme c'est haut, quoi. Bah, tu m'étonnes. C'est pas évident, hein, on n'a pas des ailes, nous, pour voler, hein, ou encore, on ne sait pas encore très bien faire. Mais du coup, c'est quoi la peur? La peur, c'est tomber. Eh ben, moi, je vous invite vraiment à aller rencontrer ce qui vous fait peur. Et j'avoue, enfin oui, je vous le dis, toute ma vie, j'ai fait ça. À chaque fois, depuis toute petite, à chaque fois que j'avais peur quelque part, je me disais: ah ouais, t'as peur. Ben, on va y aller. Comme ça, on va voir ce que ça fait. Alors, je vous le dis maintenant avec l'expérience, mais bon, c'était pas toujours facile, hein. Et comme je continue à avoir ce chemin-là, bah, c'est pas toujours évident, mais c'est tellement important pour justement aller chercher à se dépasser, à aller vers le plus grand que soi. Et ça en vaut la chandelle. Je sais pas ce que ça veut dire comme expression, je vais méditer là-dessus, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment important à mon sens d'aller voir ça. Donc si je reviens sur ce personnage qui fait de l'escalade et qui a peur de tomber, bah, je vous invite à ouvrir les bras et à vous laisser tomber dans le vide. Et ouais, ça va faire peur, mais si vous êtes bien harnaché, bien guidé et pas tout seul, bah, et si en plus il y a un filet en dessous, ça devrait bien se passer.
Assurez-vous quand même, hein, faites ça bien, histoire de, hein, parce que les ailes, elles vont pas pousser en un quart de seconde non plus. Donc voilà, juste voilà, pour vous dire que, à mon sens, les croyances limitantes sont là pour rester présentes. Elles ont aucune raison de partir. Ça a été votre moyen de survie depuis toujours. Pourquoi? Pourquoi ça changerait? En tout cas pour cette croyance. Mais il y a quelque chose en vous qui dit non, ça j'en ai assez, et ça j'ai envie que ça change. J'ai envie d'avancer sur ça. Et si je dois avancer sur ça, bah, je dois laisser quelque chose. Ou je dois ouvrir quelque chose, ou je dois aller rencontrer quelque chose. Donc je vous invite vraiment à accueillir ce qui vous émeut. On peut le faire ensemble de toute façon avec nos rendez-vous. Mais allez voir comment ça se passe. Et puis après, on chemine, hein. Petit pas, on y va tranquille. Donc vous êtes prêts? On y va pour le 3, le 6, le 9 ce soir? Enfin, ce soir ou au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous avoue que moi, j'enregistre le soir. Que d'aveux ce soir, dis donc. Allez, c'est parti. Donc, l'aîné à type 9, voilà avec lequel on va commencer. Donc, l'aîné à type 9 fait partie du royaume instinctif. Ça, maintenant, ce n'est plus un secret pour vous, puisque vous savez qu'en haut de la roue, il y a les instinctifs. De ce côté, que j'appellerai à l'est, il y a le royaume des émotionnels et à l'ouest, le royaume du mental. Le médiateur, c'est ainsi qu'on l'a nommé, il réfrigère donc sa colère pour éviter le conflit à tout prix. Le chakra dominant, c'est le chakra numéro 7. Donc le chakra numéro 7, vous pouvez le voir ici. C'est l'ouverture au céleste. C'est le Brahma-chantra. Donc l'énéatype, l'archétype 9, a reçu comme message quand il était enfant: tu es bon, tu es OK, si, et à partir du moment où les autres sont bien. Voilà, il faut que les autres soient bien dans ses croyances à lui. Donc l'enfant en tout cas qui reçoit ce message, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher à réfrigérer sa colère ou réfrigérer les choses qui ne vont pas pour éviter de donner son avis, pour éviter d'exprimer ce qu'il a exprimé, pour évidemment éviter le conflit. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à ne pas prendre de position. On peut dire c'est quelqu'un qui ne va pas se mouiller, il ne va pas oser. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, pour lui, c'est important de conserver sa tranquillité. Il a ce qu'on peut appeler, hein, on parlait des animaux tout à l'heure justement, on peut dire qu'il a cette énergie d'inertie de l'éléphant. Ou en tout cas, voilà. Vous voyez cette énergie de l'éléphant? Il a l'air plutôt calme, hein, il est sur sa ligne. Par contre, venez déranger un éléphant, surtout quand il garde la famille derrière. Un éléphant en colère, j'en ai déjà rencontré en Afrique, je peux vous promettre, on s'en va très très vite. Parce que lui, il ne va pas lâcher. À ce moment-là, où son intégrité aura été touchée. Donc, c'est juste pour vous exprimer qu'un énéatype 9, il a l'air très calme, mais qu'il ne faut pas aller trop loin. Parce qu'effectivement, il aime conserver sa tranquillité, même s'il a une inertie d'éléphant. Alors, l'inertie d'éléphant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour le bouger, bah, vous pouvez y aller tant que lui, il n'est pas décidé, ça ne bougera pas. Et donc, voilà, c'est un archétype qui est vulnérable et gentil comme le dauphin. Pour lui, c'est important de ne pas ressentir la pression. Parce que quand il ressent la pression, genre, imaginez un enfant qui doit aller à un rendez-vous et je sais pas, les parents qui disent: «Vite, vite, vite, dépêche-toi! Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, vite, 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 là, la li, là, là, là». Un enfant est né à type 9, waouh, pour lui, c'est une horreur. Alors il est peut-être dans ce sentiment d'horreur comme les nés à type 5.
par exemple, parce que l'énéatype 5, il est observateur, il aime bien être en retrait et il aime bien aussi être tranquille. Donc, ils partagent ça, le 5 et le 9. Ils aiment cette forme de tranquillité et ne pas ressentir cette pression parce que la pression, ça va le figer. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller lentement et qui a besoin d'aller lentement, sûrement. L'enfant qui a porté le masque de l'énéatype 9, il n'a pas pu exprimer ses vrais besoins parce qu'il a cherché à éviter les conflits. Donc, c'est vraiment revenir à soi pour comprendre d'où vient la problématique. C'est pas dire c'est à cause des autres parce qu'ils voulaient se dépêcher. C'est pas toujours le cas. En tout cas, il a appris, cet enfant, à dissimuler son avis pour préserver sa tranquillité, parce que c'est très important pour lui. Et donc, il ne prend pas position. Et ça lui permet de rester dans cette tranquillité-là. Ne pas prendre position, ça lui permet de préserver une harmonie. Mais la problématique, c'est que ça reste une harmonie de surface. À l'intérieur, peut-être il n'est pas OK. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, sa priorité, c'est harmonie de surface. Et donc, il se contentera d'objectifs secondaires au risque de ne pas réaliser ses propres projets. Parce qu'en réalisant ses propres projets, il y a une prise de position, il y a un impact qui peut être plus présent, plus pressant. Et comme il n'aime pas la pression, eh ben, il préfère les rôles secondaires. Le médiateur est donc dans la fuite du conflit. Et à la fois, ses qualités, c'est qu'il est compréhensif, il est à l'écoute. Il voit du bien en toute chose parce qu'il veut préserver la paix à tout prix. Encore une fois, au risque de tomber dans une grande passivité, au risque de tomber dans un oubli, ou même parfois, et souvent vous le verrez, de priver les autres de leur pleine sagesse. Et ça, on le rencontrera beaucoup chez eux, chez les aînés à type 9, ils ont une grande sagesse. Donc, pour éviter ces excès, il lui faudra oser s'affirmer, agir et prendre sa place. On continue. L'aîné à type 9, il sera quelqu'un d'agréable, qui dégage une impression de douceur et de sérénité. Il s'entend toujours bien avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est facile à vivre. Il dégage un calme, il dégage une sérénité et une force, une puissante force tranquille. On l'appelle souvent le petit Bouddha. On approche, ils réagissent. Même si c'est lent, ils réagissent. Repensez à cet éléphant et à ce dauphin. Ce sont des animaux qui réagissent. Son archétype, c'est quelqu'un de très puissant et quelqu'un de puissamment ancré. Je vous le redirai sans doute, mais je le dis ici, c'est le plus puissant des instinctifs. Je vais vous montrer ici sur ce triangle. Le 9, il est en haut. Le 9, il englobe tout le reste. Il englobe tout le monde, il englobe tous les archétypes. Et donc, le 9, il est au milieu du royaume des instinctifs. OK ? Donc, ça veut dire qu'à sa droite et à sa gauche, c'est instinctif. C'est lui qui est au milieu. Et on en reparlera, mais vous pouvez déjà constater que pour le 3, c'est pareil. Le 3, il est au milieu de deux émotionnels. Et donc, dans le royaume émotionnel, c'est lui qui est au milieu et qui va être le plus impacté par ce royaume. De la même manière, vous pouvez le constater avec l'énéatype 6. Il est au milieu du royaume des mentaux, enfin du mental. Donc, ce sont des énéatypes qui vont avoir tendance à être encore plus dans cette énergie, qu'elle soit instinctive, émotionnelle ou mentale. Et donc, je reviens à l'archétype 9, son désir profond d'harmonie, son désir est profond
d'harmoniser le groupe, vous voyez, toute la roue, tous les archétypes. Et c'est important pour lui que tous ces archétypes s'harmonisent dans le calme et la zénitude. Ce sont de très bons médiateurs parce que voilà, ils savent écouter, ils savent entendre tous les points de vue de tout le monde. Et il comprend le côté positif de chacun. C'est quelqu'un qui est OK avec tout. Il est OK avec toutes les vérités, parce que toutes les vérités sont vraies. Il incarne l'unité, l'universalité. Il englobe l'ensemble de la communauté humaine. Le 9 est en haut de la figure de l'énéagramme et embrasse l'unité de l'humanité. Le 9 est le support d'un tableau artistique. Okay, il n'est pas la figuration qu'il va y avoir dessus, il n'est pas la matière peinture, il n'est pas l'œuvre en fait, il est le support. Ça, c'est l'image de l'archétype 9. Il peut avoir des difficultés à choisir, il a du mal à s'affirmer, parce qu'en fait, il se sent la totalité. Il est au-dedans, il est au-dehors, il est à la fois partout. Il ne sait pas se positionner et il ne veut pas de conflit. Il s'efface, il est dans l'oubli de soi et il ne se considère pas. On pourra en reparler, je crois, mais du fait de vouloir s'effacer, ils peuvent sembler invisibles au regard des autres. Et parfois, dans l'oubli de soi, ils peuvent aussi oublier l'hygiène personnelle et l'hygiène de la maison. Puisque, par exemple, quelqu'un qui va être sans hygiène personnelle et qui vit dans une maison qui n'est pas nettoyée, en fait, comme il est en fusion avec l'extérieur, il ne fait pas la différence entre le dedans et le dehors. Donc, chez quelqu'un qui est comme ça se remarque très, très vite. Les archétypes 9 sont des individus qui comprennent tout, la totalité. Mais alors, lui-même, à l'intérieur, c'est très compliqué. Sauf s'il a cheminé, évidemment. Mais là, ce que je vous présente, c'est quand les archétypes ont le masque qui colle à la peau. Okay, donc, évidemment, chacun chemine et le masque peut être plus ou moins loin, voire parti. Mais c'est encore une autre histoire, on verra ça plus tard. On revient à vraiment l'archétype de base. Pour lui, la vie est amour. Voilà. OK, mais le 9 ne se sent pas émetteur de cette activité. Donc pour lui, tout est amour. Il n'y a pas besoin de le dire, il n'y a pas besoin de l'exprimer plus que ça, parce que tout est amour. Et ce qui est, vous vous souvenez la dernière fois? Donc si ce qui est, ce qui est amour. C'est tout. Il fusionne avec l'autre et il fusionne avec les autres. Mais donc, il ne prend pas sa propre place. Il ne se connaît pas. Il croit qu'il est l'autre. Ou il peut croire qu'il est l'autre. Ça, c'est encore une fois selon les degrés d'investigation, de développement personnel. C'est quelqu'un donc qui peut paraître transparent, qui a peur de se positionner, qui a peur de perdre sa place, donc peur de l'adversité. Il cherche la tranquillité à tout prix et il a tendance à fuir parce qu'il ne veut pas de conflit. Il est dans la capacité à dire oui et dans l'incapacité à dire non parce que c'est se positionner. Ils vont dire oui, je t'ai entendu. Alors ça, c'est un exemple. Oui, je t'ai entendu, mais c'est pas pour ça que je vais écouter, ou enfin, je vais écouter, mais je vais pas forcément faire ce que tu as dit. Je parle chez les enfants. Hein. Oui, oui, maman. Oui, oui. Mais en fait, si ça touche à leur intégrité et à leur tranquillité, ils vont pas le faire. Si je dis oui, voilà, je choisis et je dois me positionner. Et ils ont peur de s'affirmer et peur du renoncement. Donc, ils vont souvent avoir tendance à dire ouais, ouais, c'est comme tu veux. Fais comme tu veux. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Et il ne fait pas de choix. Ça, c'est sa problématique. Il veut rester dans sa zone de confort. Et donc, il a une tendance à s'anesthésier de la réalité. Et donc, l'extérieur semble avoir peu d'impact sur lui, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais ça semble ne pas le toucher.
Donc, dans l'anesthésie de la réalité, on va le voir hein, par la suite, mais ce sont des archétypes qui peuvent avoir tendance à plonger dans des jeux vidéo ou à des drogues ou voilà, vraiment à faire des expériences de cette sorte. Les archétypes 9, voilà, ils sont en fusion avec la totalité. Et donc, en couple, ça peut être difficile parce que c'est une unité, une autre personne. Donc voilà, comme il ne trouve pas ses limites, en fait, ça va jusqu'à trouver ses limites corporelles. Il ne sait pas ce qui est dedans, il ne sait pas ce qui est dehors. Il est la totalité. Donc ça, c'est compliqué. Et paradoxalement, il souffre d'être seul parce qu'en fait, ils ne se sont pas trouvés. Donc, ne s'étant pas trouvés, voilà, ils ne se retrouvent pas. Et donc, ils sont quand même attachés à l'isolement. Parce que c'est leur zone de confort, parce que la zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Et en général, on reste attaché à cette zone de confort. Vous me le rappellerez en rendez-vous individuel, mais je vous partagerai une super vidéo sur la zone de confort. C'est très très court, c'est illustré graphiquement, c'est vraiment du beau boulot. Parce qu'effectivement, dans la zone de confort, on a l'impression que c'est cocoon, que c'est douillet. Pas vraiment. Une zone de confort, ça peut être inconfortable. Mais en fait, on y est habitué. Et comme on y est habitué, ça devient ce qu'on appelle la zone de confort. Je vous donne quelques exemples. Une zone de confort, ça peut être se disputer tous les lundis soirs avec son frère, avec sa sœur ou avec ses parents. Ça peut être être dans les embouteillages. Hein, tous les soirs, à telle heure, je sais qu'il y a cet embouteillage, ça me fait râler, mais voilà. C'est des zones habituelles. Et donc, que la vie ait le moins d'impact sur lui, c'est important pour les néatypes 9. Autre exemple important. Réveiller un enfant 9, c'est très difficile. Le motiver, c'est voire impossible. J'ai écrit c'est très difficile, mais c'est voire impossible. Un archétype 9, il n'aime pas être réveillé le matin. Il aime aller à son rythme parce que il aime sa zone de tranquillité. Et le réveiller, c'est le sortir de sa zone de tranquillité. Paradoxalement, les archétypes 9 adorent dormir parce qu'ils sont dans l'oubli d'eux-mêmes. Ils sont dans la totalité de l'univers. Ce qui m'amène à vous partager qu'un énéatype 9 adore rêver et peut aussi développer des grandes capacités de rêve lucide et de voyage astro. Donc voilà, réveiller un enfant 9, c'est violent en fait pour lui. Je vais mettre encore une parenthèse parce que c'est important pour moi que vous le sachiez. Et là, ça c'est pas que réveiller un enfant énéatype 9, c'est réveiller tous les enfants et réveiller tous les êtres humains. Réveiller un être humain, c'est le sortir de sa connexion avec son corps de rêve. On a un corps ici matériel, mais on a aussi différents corps, dont le corps de rêve. Et quand on est en plein rêve et que le réveil sonne et que il se passe des choses chimiquement dans le corps, dans le cerveau et partout. Et donc, voilà, il y a des choses, je vous invite vraiment à trouver un mode de réveil qui soit doux. Il existe des réveils qui font de la lumière, hein, qui simulent la lumière du jour, ou je vous invite à dormir les volets ouverts. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de doux qui se passe pour votre corps de rêve. Et donc, je pense que chez un enfant énéatype 9, c'est ultra important de l'accueillir dans cet espace-là de douceur quand il faut le réveiller. L'archétype 9 semble paresseux et semble dans l'inaction. Il peut être aussi sembler être dans l'inaction à soi, à se connaître et avoir une tendance à s'oublier ou paraître aux autres que ce sont des individus qui s'oublient, qui se négligent, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ils peuvent avoir des problèmes corporels, de s'oublier lui-même et donc oublier le rangement autour de lui. Ils disent oui, mais ils ne le font pas. Ils disent oui, je t'ai entendu, mais c'est un peu du cause toujours. Le 9 est le profil de l'Indien de l'Inde. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais en Inde, chez nous, on va dire oui comme ça, mais en Inde, on va dire oui, oui.
oui, oui, non, 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 oui, 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 oui. Je vous invite à faire cet exercice. OK? Au lieu de faire oui, oui, vous faites non, 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 oui, 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 oui. Quand vous n'êtes pas habitué à cette pratique corporelle et verbale, c'est pas évident. Donc je vous imagine tous là derrière l'écran en train d'essayer de le faire parce que c'est un bon challenge. En tout cas, voilà, l'énéatype 9 est dans ce profil-là de l'Indien. Avec la bouche et avec la tête, ils disent pas forcément la même chose. Mais par contre, voilà, quand ils disent non, c'est vraiment un non. Comme ils disent oui tout le temps, a priori, les noms, vous devez les entendre et je vous invite vraiment à les écouter. Parce que à les écouter et même, je dirais, chez les enfants, à le notifier, à dire « Ah non, ok, chouette », à accueillir ce nom. Parce que ce nom, chez un énéatype 9, c'est l'énergie de quelqu'un qui prend position et c'est pas rien. Donc, il ne cherche pas à bouger de manière générale, ne veut pas sentir la contrariété. Et lorsqu'il sent la contrariété, il s'énerve profondément et n'aime pas ça parce qu'en fait, au fond d'eux, ils n'aiment pas la disharmonie. Et à l'extérieur non plus. Donc tout ce qui va être disharmonieux, ça va les énerver. Mais comme ils n'expriment pas leur colère, parce qu'ils ne veulent pas de conflit, voilà, vous imaginez les couches à l'intérieur qui peuvent voilà, s'accumuler. Alors je vais peut-être le redire, mais les énéatypes 9 vont tout noter. Hein. Ils n'oublient rien. Quand ils parlent, ils ne sont pas toujours distinguables. Parfois, il faut tendre l'oreille. Ils souffrent de ne pas être entendus, mais bon, quelque part, parfois, ils ne parlent pas très fort. Donc encore une fois, là, c'est à chacun de trouver son équilibre et voilà, de se transcender. Donc ils s'anesthésient et mettent de côté leur colère. Ils ne veulent pas entendre qu'ils sont colériques comme tous les instinctifs. Ils sont voilà, dans la relativisation, rien n'est grave, mais non, je ne suis pas en colère, mais non, je ne suis pas en train de garder tout ça à l'intérieur, non, non, je ne suis pas en train de noter. Mais ce sont de faux calmes, parce que voilà, ils s'anesthésient pour ne pas être touchés à l'intérieur. Et donc, c'est pas grave, et donc je ne sais pas, et donc fais comme tu veux, etc. Un œuf, un archétype 9 est comme un ticket de fidélité. Hein. Il remplit les cases quand il est contrarié, etc. Et donc, si une personne fait déborder, là, il va éclater de colère et ça peut faire mal. Hein. Je vous rappelle l'histoire de l'éléphant. En tout cas, cette histoire-là dont je vous parlais au début de la séance. Le 9, la plus grande force de colère de tous les énéatypes. Puissance destructrice, plus que le 8, alors que le 8, déjà, c'est énorme. Cette colère, en fait, à l'archétype 9, elle lui fait peur parce qu'il sait en fait qu'elle est très, très puissante. Et donc, l'énéatype 9 génère une peur puisqu'il ne veut pas de conflit. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment comme les aimants, vous voyez. Donc, pour lui donner une place, il faut le questionner, amener à exister. Il n'aime pas, mais il faut y aller en douceur. Alors ça, c'est un message pour celles et ceux qui sont maîtres, maîtresses d'école ou qui accompagnent, qui sont facilitateurs, facilitatrices. Si vous accompagnez les enfants, allez-y en douceur avec les aînés à type 9. Parce qu'en fait, c'est comme, voilà, il peut se fermer et si les autres vont trop loin dans ses limites, s'il est fermé, vous n'obtiendrez plus rien. Parce que voilà, il ne veut pas réagir. C'est trop compliqué pour lui. C'est plus fort que moi. Souvenez-vous de cette phrase. Donc, si on vient le chercher, ce n'est pas confortable et il ne se connaît pas lui-même. Donc, si on insiste en lui disant mais est-ce que tu veux ci, mais est-ce que tu veux ça, il ne sait pas en fait. C'est tout simple. Il ne sait pas et il ne veut pas de conflit. Point. La solution d'un œuf ne peut venir que de lui. Ils ont une forte énergie d'action seulement si cela vient de lui-même. Donc s'il a envie, ça va filer. S'il n'a pas envie, il se braque un éléphant.
il est bon de les amener au mouvement par eux-mêmes. Et le mouvement, la réconciliation avec le corps, c'est génial. Ils ont l'impression de manquer de temps parce qu'en fait, c'est juste qu'ils ont un rythme beaucoup plus lent que les autres archétypes. Et donc, il faut leur faire confiance et ne pas les presser dans leurs décisions. Il prendra de toute façon le temps qu'il lui faudra pour répondre, puisque il ne veut pas de conflit. Et deux, c'est compliqué pour lui de donner des réponses. Donc, vous n'obtiendrez rien. L'énergie du 9 n'a pas la force de bouger. Mais les cases, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, se remplissent et on ne peut pas le diriger. Ils peuvent sembler donc pas très actifs, mais ils aiment leur vitalité propre. Ils ont tendance, alors encore une fois, hein, selon vraiment, c'est pas une globalité, là c'est vraiment du cas par cas, hein, mais ils peuvent avoir une tendance à l'anorexie ou à la boulimie, parce qu'ils ne sentent pas les limites de leur corps. Donc ça leur donne souvent des capacités à avoir des problèmes avec la nourriture et les limites du corps. Donc ils ont besoin d'aller tester. Donc pour se tester, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tester, ils vont chercher à sentir leur corps. Et ça peut passer par ces expériences-là. On ne sait jamais ce qu'ils pensent, parce qu'ils n'expriment pas. Ils aiment le confort dans leur vie, dans son espace. Ça va être souvent des lieux dans lesquels ils vivent très douillets. Ils aiment dormir. Ils aiment le sommeil parce que c'est un univers qui est anesthésiant et c'est un monde de rêve. Le sommeil est précieux. Ils préfèrent faire l'amour le matin car ils sont encore anesthésiés de leur nuit. Donc, c'est comme encore un autre rêve. Le sommeil est essentiel à la vie. Pour eux, c'est moitié-moitié. Et donc, ils peuvent être des archétypes à s'anesthésier avec tout ce qui est possible comme anesthésie, que ce soit l'alcool, que ce soit tous les planants, pour voilà, l'oubli de soi à travers la télé, les jeux, pour voilà, cette stratégie pour vivre dans son monde tranquillement. Et je crois que pour le 9, on a fait un petit bilan et on pourra en reparler dès la semaine prochaine avec tous les autres archétypes. Je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Donc, on va continuer. Là, on était avec le 9 dans le monde instinctif et on va passer au royaume émotionnel avec le battant. Donc, on reprend la même structure. Hein. L'énéatype 3, qui est donc le battant. Le battant ne montre pas sa tristesse s'il échoue. Il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait et il a besoin de réussir. Le chakra dominant est le Ida Sushumna Pingala. C'est le serpent de la médecine. Alors, je vous le montre ici parce que c'est important et c'est lié aussi avec la pratique du yoga qui fait partie de la médecine Orenda. Ici, vous le voyez, on a cette ligne droite qui est en lien avec la colonne vertébrale, parce que c'est ce qui va porter le corps de l'être humain. Cette colonne vertébrale, donc, vous voyez bien qu'elle est toute droite, et vous pouvez constater qu'il y a, alors je vais mettre ma souris au niveau des deux têtes, il y a deux serpents. Les deux serpents, hein, ça vous fait peut-être penser au symbole que vous retrouvez sur les pharmacies de la médecine. Et c'est en lien, effectivement. Donc, on a ces deux serpents, mais qui viennent s'enrouler. Au yoga, on appelle aussi la montée de l'énergie depuis le chakra racine, qui va remonter jusqu'au-dessus de la tête et au-delà. On appelle ça la montée de la Kundalini Yoga. Avec le plongé dans chaque chakra. Vous vous souvenez, hein, chaque chakra, on le reconnaît sur tous les archétypes. Donc la racine, rouge, et on monte orange, jaune, plexus solaire, vert, le cœur, et puis on continue vers le turquoise, le bleu, le violet et le magenta. On va en rester là parce qu'il y en a d'autres en haut, d'autres en bas, etc. Mais au moins la base, elle est sur ces 7 chakras.
Et la particularité donc de ce chakra Hida Sushumna Pingala, c'est que je vous le donne avant qu'on puisse le voir, c'est que là, on est avec l'énéatype 3, mais qu'en fait, il y en a 2 qui ont ce même chakra. C'est-à-dire que le 6, il a la même connexion à ce chakra-là. Ce qui veut vraiment dire ici que le 3 et le 6 sont 2 serpents de la médecine qui viennent embrasser en haut l'énéatype 9. Petit passage médecine. Donc, pour revenir à l'énéatype 3, il a reçu comme message « Tu es bon, tu es OK si tu réussis, si tu plais aux autres. » Un enfant qui reçoit ce message va chercher à plaire aux autres. Il porte une grande attention à son image, avoir une personnalité resplendissante. À vrai dire, les archétypes 3, on les voit. Et la plupart du temps, ils sont aussi très souriants. Et donc, on peut, alors je ne sais pas si on les confond, mais en tout cas, on peut trouver une espèce de lien entre les néatypes 3 et les néatypes 7. Parce que voilà, ils ont cette énergie-là qui est enthousiaste. Donc, ils aiment être les stars. Et ce sont les stars de l'énagramme. C'est eux qu'on voit sous les spots des feux d'artifice, des flashs, des téléphones, des appareils photo, etc. C'est eux qu'on voit, quoi. C'est la star de l'énagramme. Parce que pour eux, c'est important. C'est comme ça qu'ils ont conçu leur façon de réagir. Vous savez, c'est plus fort que moi, il faut qu'on me voie. Donc, dans un restaurant, il va parler fort, mais pas pareil que les natifs 7, pas pour les mêmes raisons. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est important de réussir socialement, en amitié, et ils aiment briller et rayonner. Et là, voilà, un exemple, les hommes politiques sont souvent des néatypes 3. Parce que c'est plus fort qu'eux, ça fait partie de leur être, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin de réussir socialement, d'avoir plein d'amis, d'avoir une super famille. Et donc, ils sont engagés dans beaucoup de projets. Et ils vont jusqu'au bout. Alors, je vous dis ça en différence avec l'archétype 7, qui lui a plein de projets, mais ne va pas aboutir à tout. L'archétype 3, quand il s'engage, il va au bout. Okay, donc, il peut avoir plusieurs projets, mais en tout cas, il va tout finir. S'il s'engage, c'est qu'il sait qu'il peut réussir. Sinon, il ne s'engage pas. Peut-être je vais en reparler, mais c'est quand il est enfant, vous savez, à l'école, à un moment donné, alors j'espère qu'on ne fait plus ça, mais à un moment donné, on donnait un bonbon ou on donnait une carte parce qu'on avait bien travaillé. Et l'archétype 3, mais il est dépendant de ça. L'archétype 3, c'est j'ai fait quelque chose, je reçois un cadeau. Voilà comment il a tendance à réagir. Et donc, sa fausse croyance, le battant, s'identifie à ce qu'il fait. Son mécanisme de défense dominant correspond à l'identification. Enfant, il était récompensé pour ses actes. Ses parents ne parlaient pas de lui, de ce qu'il ressentait. Essentiellement, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Et non pas, alors, comment s'est passée ta journée? Comment tu t'es sentie aujourd'hui avec maîtresse, avec le maître, avec le facilitateur ou la facilitatrice? Et donc, il a finalement traduit que pour être aimé, il devait réussir. Mais en fait, son désir profond, c'est d'être aimé pour lui-même, pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait. Le battant, il fuit l'échec. Ses qualités, c'est organiser, prévoir, partager, créer, parce que ça fait de lui un humain d'action, courageux, tourné vers la réussite. Son défaut, il a tendance peut-être à mentir un petit peu, hein, et surtout à se mentir à lui-même, et donc à tordre la vérité dans des situations extrêmes pour éviter l'échec.
paradoxalement, il recherche la vérité pour trouver en lui la liberté, l'équilibre et l'harmonie. Et donc, voilà, il va falloir que dans son fonctionnement, il trouve cet équilibre-là. L'énéatype 3 est d'une grande dévotion. C'est un grand travailleur. D'ailleurs, il peut être sujet au burn-out également, tout comme l'énéatype 1 dont je vous parlais la dernière fois. Ils ont beaucoup de ressources. En plus, ils connaissent beaucoup de monde. Ils vont là où ils pensent qu'il serait bon d'aller. Ils aident les autres à déployer leur potentiel. Il est le meilleur dans son domaine. Et si les parents le pensent le meilleur, attention, ce sera le premier de la classe. Et il le sera car il performe, il aime performer. Son objectif est d'atteindre son but. Quand il est engagé là-dedans, vous ne pourrez pas non plus le décrocher. Il pense être l'image qu'il renvoie aux autres, flamboyant, rayonnant. Il pense être cette image. Donc quand je vous dis il pense être cette image, c'est qu'il colle, ça c'est collé. Et il est en lien aussi avec l'énergie du 4. Je vous en parlais la dernière fois. L'énergie du 4, c'est quelqu'un qui s'identifie à ses émotions. D'accord ? L'énéatype 3 s'identifie à ce qu'il paraît. Okay. Il vit pour recevoir du positif sur ce qu'il a accompli. Il a besoin d'être félicité, de recevoir de la gratification. Il passe un pont, il reçoit un bonbon et des applaudissements. Ils font à partir des attentes des autres, sans forcément le savoir, c'est devenu un mécanisme de fonctionnement. Ils croient devoir être brillants tout le temps, même la nuit. Dans l'environnement, qu'est-ce que l'excellence? Qu'est-ce que exceller? Eh bien, cet énéatype 3, il va toujours se poser la question, comment je peux performer encore plus, encore plus, encore plus et encore plus. Dans le sport, dans l'intelligence, et bien dans tous les domaines de la vie. Pour eux, tous les domaines de la vie sont importants et sont importants d'exceller dans chaque domaine. Vous imaginez la pression? Vous imaginez pourquoi ils sont sujets au burn-out un peu plus que les autres? Il va donc imiter pour devenir ce que le système familial veut de lui, voire même le système social. Il ne voit pas ce qu'il est. Il imite ce que l'on attend de lui pour être vu et reconnu. L'image de la réalisation de ce que l'on entend d'eux. Ils se perdent intérieurement. Ils sont parfois à l'inverse de leur cœur. Ils performent et sont parfois dans l'agressivité orientée pour atteindre leur but. Ils ont un potentiel phénoménal, ça, c'est sûr. Une grande capacité d'adaptation, voire de manipulation. Manipulation, encore une fois, des gens de l'extérieur, mais une manipulation de sa façon de penser, de réagir pour pouvoir performer, toujours. Ils sont relativement optimistes, ce qui les met beaucoup en lien avec cette question et cette posture de sourire que l'on retrouve aussi chez l'épicurien énéatype 7. Ce sont des archétypes qui peuvent utiliser l'humain à son profit, à son auditoire, voilà, il a besoin d'être vu. Il a besoin des autres aussi pour être vu. Et donc, ça engage de nouveaux projets tout le temps pour pouvoir avoir des cadeaux, des réussites tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent être en capacité de lancer plein de choses pour pouvoir à chaque fois toujours avoir un peu des retours. À la différence de l'énéatype 7, encore une fois, celui-ci va terminer, mettre à bout ses projets parce que sinon, il n'y a pas de bravo à la fin.
Et donc, l'archétype numéro 3 est soucieux de son image. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à être séducteur parce que c'est important, il faut plaire. Ce sont de très bons orateurs, ils aiment les compliments. Ils sont les illusionnistes de l'énéagramme, ce qui n'a pas d'existence réelle. Ils ne vivent qu'avec leur masque. Donc c'est très très rare. Je vous en parlais dans les exercices différents que vous pouvez faire sur vous-même, évidemment, de voir à quel endroit il se passe quoi. Chez l'archétype 3, il n'enlève pas souvent son masque. Donc, en fait, si vous êtes né à type 3, ce n'est pas forcément évident de le constater qu'il y a des changements. Mais voilà, tout est possible. Donc, ce sont des matérialistes en France. En général, on les appelle matérialistes. Et en Australie, par exemple, on va dire que ce sont des chamans. Voilà. Bon, ça, c'est des propositions de nomination. Mais voilà. Et ils se mentent à eux. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils peuvent mentir aux gens de l'extérieur, mais ils peuvent se mentir à eux-mêmes et s'auto-persuader pour justement être toujours dans cette optique de réussite. Parfois, donc il se peut qu'à force de se mentir, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent plus ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, parce qu'en fait, ils ont toujours cherché à répondre à l'attente des autres. Donc, ils se sont perdus. Et donc, ils peuvent demander conseil. Et c'est important aussi, parce qu'ils ont besoin de connaître les désirs des autres pour leur plaire. Et donc, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont. Ils manifestent beaucoup de volonté et d'action aussi pour ne pas être. Vous savez, il y a le verbe être et il y a le verbe faire. Il type 3 est dans le faire, parce que pour lui, c'est comme ça qu'il est reconnu, et pas dans l'être. Alors que c'est ce qui est important. Donc, si vous avez des enfants qui ont tendance à être dans cet archétype, premier de classe, excellence, etc., je vous invite peut-être à nourrir une partie, mais pas complètement. Je vous invite vraiment à aller chercher l'être. Au lieu de lui dire qu'est-ce que tu as fait, vraiment lui dire comment tu te sens. Ça, c'est important. Donc, ces archétypes, voilà, c'est des archétypes de projet, de performance, de récompense. Ils vont faire partie du milieu du show business, de la politique. Ils ont des agendas surbookés jusqu'à dans 3, 4 ans, 5 ans si c'est la politique, 10 ans peut-être. Ils sont plutôt indépendants, autonomes, parce que voilà, il y a une gratification supplémentaire. Ils sont volontaires, mais ils peuvent être aussi louvoyants. Ils sont combattants, ils sont battants. Ils veulent gagner, être le meilleur. Ils manient bien l'art de la parole. C'est de très bons marchands commerciaux. Il faut les voir. Vraiment, je connais quelques archétypes 3. Moi, ils m'inspirent parce qu'ils m'épatent, en fait, tout simplement. Quand, encore une fois, le masque est collé, on a du mal à s'en détacher, mais quand le masque est un peu moins collé, voilà, je trouve que sont extraordinaires. Bon, après, comme tous les archétypes, de toute façon. Mais en fait, c'est juste que j'ai eu l'image de quelqu'un que je connais et il vendrait n'importe quoi, en fait. Et juste, moi, je me dis, waouh, mais c'est fort, quoi. C'est fort de pouvoir faire ça. Voilà. Donc, ils sont des très bons vendeurs, mais ils ne parlent pas forcément dans la vérité. Donc là, par contre, moi, ça m'inspire un peu moins. Dans l'Antiquité, voilà, on le rapproche à Socrate et aux sophistes. Donc l'art de la politique, les gens existent par leur image. C'est très difficile d'entrer en intimité avec un 3 parce qu'encore une fois, il ne sait pas être et comment dire, il ne sait pas et ne être pas. Donc voilà, il a du mal à savoir où se situer dans tout ça. Et donc, ils tiennent à distance leur intimité et donc forcément leur relation intime. Puisqu'ils se mentent à eux-mêmes et à ceux qui les entourent, ça peut être très très compliqué. Donc, le 3 ne supporte pas l'échec, ça je pense que vous l'avez compris.
Ils aiment les récompenses, ils confondent l'existence de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Donc, ils peuvent avoir tendance à posséder beaucoup de choses. La valeur de ce qu'ils ont et la valeur de ce qu'ils font. La valeur, voilà. Donc, ils sont très attirés par l'argent. Ils exposent leurs valeurs, ils exposent leurs trophées. Quand ils développent leur spiritualité, ce n'est vraiment pas facile pour eux. Le 3 est de ce que son partenaire veut de lui, souvent. Le 9 est fusionné à son partenaire, qui peut être parfois rigide, enfin voilà, différent avec rigide et performant. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bon, en tout cas, le 9 et le... Ouais, on en reparlera tout ça, hein. Je ne veux pas aller trop vite avec vous, mais le 3, en fait, le 3 et le 9 sont en lien, parce que vous pouvez le constater, hein, c'est on le voit très bien qu'ils sont en lien. Et donc, le 3 est confondu parfois avec un 9 instinctif. Mais voilà, ils n'ont quand même pas les mêmes racines. Donc, l'enfant 3, allez dans son sens, accompagnez-le, guidez-le pour qu'il s'exprime. Ils ont de grands postes à responsabilité en général. Mais c'est bien s'ils peuvent toucher un peu à leur essence personnelle. Parce que sinon, ils deviennent des imposteurs, des illusionnistes, des menteurs et des opportunistes. Et quand ils s'en rendent compte un peu trop tard, ça peut être très violent pour eux. Et en vérité, voilà, en vrai, ils ne sont pas forcément compétents. Mais ils savent en parler, ils savent mettre en avant. Voilà, ils ont le blabla du showbiz et ils savent bien faire ça, mettre sous les projecteurs. Donc, voilà, ils peuvent paraître comme étant imposteurs. Voilà pour les nés à type 9. Bon, c'est assez dense. Je vous invite à prendre des notes, à vraiment rédiger quelques mots, parce que c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir comprendre réellement. Je vous laisse les écritures parce que je vous invite à avoir un support, mais vraiment libérez-vous de ce support et prenez ce qui vous inspire. Ça fera vraiment un chemin et dans votre terreau personnel qui sera très très beau et duquel vous pourrez accueillir des fleurs. Donc, je vous accueille pour la suite, le dernier énéatype, et après, on se retrouve en rendez-vous. Donc, l'énéatype, le dernier de ce soir, c'est l'énéatype 6. Voilà. Donc, l'énéatype 6, on le voit ici, hein, il est du côté ouest, c'est le loyal. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'énéatype 3, hein, vous vous souvenez, on a la même image avec le serpent de médecine. Donc, le loyaliste a peur de la trahison. Le chakra dominant est le Hridas Shuma Pingala, mais qui est maîtrisé, le serpent de la médecine. Il a reçu comme message « Tu es bon, tu es OK, si tu réponds et si tu fais ce que tu dois. Je suis fidèle, loyal avec mes proches. » Un enfant qui reçoit ce message va chercher à être particulièrement conscient dans ses devoirs, la société et la famille. Il se croit responsable de tout. Il a une pensée structurée comme un adulte déjà. C'est-à-dire qu'enfant, voilà, paf, il comprend le message qu'il faut qu'il soit adulte très très vite. Donc ça aussi, vous le verrez chez les enfants assez facilement. C'est quelqu'un qui peut dire « je me comporte comme un adulte » et ça le satisfait et ça le rassure. Le loyaliste, il fuit la trahison et la déviance. Sa qualité, c'est la loyauté. Son excès, c'est le risque du légalisme par loyauté. Les archétypes du royaume du mental sont souvent en lien avec l'énergie de la peur. Chez l'archétype numéro 6, c'est le doute. Le doute, la peur qui inhibe ses actions.
Mais alors, c'est terrible. Un énéatype 6, peut-être je vais vous le redire, mais un énéatype 6, il ne faut absolument pas qu'il regarde de films d'horreur. Parce que regarder des films d'horreur, c'est alimenter un monde qu'il a déjà en lui. Vous imaginez ? Regarder des films d'horreur, c'est valider ses croyances limitantes à l'intérieur. C'est lui donner l'accord de s'empêcher de faire des choses. Donc voilà, la peur inhibe ses actions. Et il lui faudra donc faire preuve de courage pour atteindre ses buts. Alors, hop. Sa fausse croyance. Un de ses parents devait être absent ou bien s'exprimer peu, voire être rigide. La carence de signes de reconnaissance a pu aussi le mettre dans une incertitude identitaire. Il est possible qu'il ait souffert d'un manque de protection parentale au cours d'une grave épreuve dans sa vie. Les autres lui paraissaient imprévisibles dans leur comportement, avec pour conséquence l'émergence de sentiments d'incompréhension et de méfiance. L'autorité semblait suspecte, instable, voire dangereuse, surtout lorsque les règles se révélaient floues et contradictoires. Il ne supporte pas ça, les natifs 6. Tout ce qui est flou, il y a une anguille sous la roche. Les reproches partaient souvent sur ses impressions, ce qui l'amenait à douter de lui. Mais non, tu te fais des idées. Mais où vas-tu chercher ces idées-là, etc. Il ne trouvait pas d'adulte à qui faire confiance, même à qui se confier. Ainsi, par peur du danger, il deviendra hyper vigilant. Il se protégera par tous les moyens de ce qui est ordre de la menace. Aussi a-t-il de la peine à se détendre et à se faire plaisir. C'est super dur pour un énatype 6. Il est tout le temps sur le qui-vive. Une amitié et amour, il est très fiable. Parce qu'en fait, il choisit bien à qui il va porter loyauté, tout simplement. Je vous en parlais la dernière fois. Parfois, il y a des couples qui semblent plus évidents à reconnaître sur la roue, sur l'étoile de l'énéagramme. Donc, le 6 et je vous avais dit, le 6 et le 8 peuvent être en couple. Si, alors je ne sais pas, on imagine une femme qui va être loyale et un 8 qui va être protecteur, chef d'entreprise, etc. L'énatype 6, bah, il va choisir plutôt cet archétype-là parce qu'il y a des points communs, en fait. Et donc, ils sont très fidèles à cette loyauté également. Donc, c'est un être, l'énatype 6, qui est en lien avec les autres parce qu'il a besoin d'être rassuré. Tout le temps, il a besoin d'être rassuré. Il s'engage dans le lien avec un dévouement à l'autre, complètement. Parce que c'est comme si la confiance, c'est trop dur à porter pour moi toute seule. Est-ce que je peux te la donner, hein? Puis je te donne ma confiance et du coup, je peux essayer de m'en libérer, mais j'y arrive pas trop. Donc, l'énatype 6 a une grande conscience de l'autre. Il réfléchit et pense tout le temps. Donc, il pense à un truc, mais il y a autre chose qui vient, la tête, ça peut être des tendances à avoir des migraines, hein, parce que c'est tout le temps, 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 tout le temps. C'est sûr. Ils ne trouvent pas toujours la solution à leurs problèmes parce qu'ils le retournent dans tous les sens. La fidélité, la loyauté qu'ils offrent, c'est pour être et se sentir également en sécurité. Donc, c'est très important. S'ils ont confiance en quelqu'un, je te donne vraiment ma confiance, ma sécurité. Et pour eux, voilà, ma sécurité est entre tes mains. Si ça ne marche pas, c'est très important. Donc, ils créent du lien pour se sentir en sécurité. Donc, ils ont plutôt une approche sympa. Ils ne pensent pas pouvoir vivre seuls. Et pourtant, ça peut les aider de vivre seuls parce que ça va les amener à
trouver la confiance et la sérénité. Sa survie dépend des autres. Donc, c'est pour ça que seul, il va pouvoir développer des compétences et donc se libérer de ces schémas de croyances limitantes. Il apporte soutien et sécurité et à la fois, voilà, c'est ambivalent parce qu'il y a toujours cette peur sous-jacente. Et ce sont des archétypes des êtres qui craignent la vie parce qu'ils se font des films. Si j'ouvre la porte et que je vais dehors maintenant, il y a un dinosaure qui va arriver et si le dinosaure ne me mange pas, de toute façon, il y a un train qui va passer et qui va me... Voilà. Voilà comment ça se passe dans l'esprit d'un énéatype 6. C'est des scénarios à longueur de temps. Alors, pour ceux à qui l'énéatype colle, hein, évidemment. Et donc, ils sont hyper sensibles et sensibles aux moindres aléas parce que, ben voilà, j'ai prévu de faire ma valise, de fermer la maison, de monter en voiture, de bien mettre la valise dans le coffre, de fermer le coffre, de démarrer la voiture, qu'il faut qu'elle démarre parce que je l'ai fait aller au garage avant pour être sûre qu'elle puisse démarrer. Et donc, il faut qu'elle m'amène à la gare. Et à la gare, il faut que le train soit à l'heure. Hein, donc, il faut que j'arrive en avance. Et pour arriver en avance, il ne faut pas que je sois trop en retard, etc., etc. Voilà comment ça peut se passer dans l'énergie du 6. Et il se pense donc incapable de gérer la vie seul parce qu'il y a trop de choses à faire et à penser. Et veulent que l'autre soit toujours là, pas d'absence. On ne sait jamais, parce que l'autre, s'il s'en va, qu'il lui arrive quelque chose, vous imaginez, il peut lui arriver ça, il peut lui arriver ça, il peut lui arriver ça, ou ça, ou... Oh, il peut lui arriver tout ça. Donc c'est dur, c'est vraiment dur pour les énéatypes 6. Donc c'est l'une des personnalités les plus complexes de l'énéagramme, plein de contradictions tout le temps. Ils peuvent être difficiles à comprendre, très complexes même pour eux-mêmes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ils sont dans une insécurité totale et constante. Ils ont peur de l'extérieur. Ils sont tout le temps dans l'énergie de méfiance et de suspicion. Ils créent toujours des scénarios impossibles, à risque, à catastrophe. Donc vraiment, pour les adolescents, bon les enfants, j'espère pas, mais adolescents et jeunes adultes, ne regardez pas de films d'horreur en fait. Ou alors regardez-en, au contraire, pour aller chercher des solutions et dépasser les peurs. Ça peut être une solution. Voilà, mais trouvez et ayez conscience de ce fonctionnement. Parce que justement, ils entretiennent un nectar qui doit leur plaire depuis leur point de vue et qui peuvent avoir tendance à nourrir leurs fantasmes et leurs scénarios en regardant justement des films qu'il ne faut pas regarder. Ou à lire, hein, évidemment. Et ils ont tendance voilà, à regarder beaucoup de films d'horreur pour alimenter leurs croyances limitantes. T'as vu, je t'avais bien dit, regarde, dans le film, ils l'ont fait. Et donc, ils craignent d'être agressés continuellement. Ils voient du danger partout et ils créent le danger partout parce qu'à force de le voir, de le penser, en fait, ils l'appellent. Et en appelant le danger, ils le créent, ils le mettent dans la matière. Donc, s'ils mettent cette énergie dans l'autre sens, dans des visions de rêve, dans des envies, ça peut être beau. En tout cas, ça peut réussir parce qu'ils ont cette puissance. Ils ont cette conviction mentale. Et le reste suit. Mais bon, en tout cas, pour l'archétype de base, ils voient du danger partout et donc créent le danger. Et ils parviennent à culpabiliser l'autre de leur apporter pas assez de soutien. Et donc, ils ont peur. Ils sont annihilés. Stop aux questions. Ils font aussi... Alors, ça, c'est une autre particularité. Soit ils vont se poser 1000 questions, et donc ça va fatiguer l'esprit. Soit ils vont dire, bon, au bout d'un moment, stop, je me suis posé trop de questions, alors j'y vais. Mais sauf qu'à ce moment-là, ils vont foncer, tête baissée, ils sont téméraires, mais c'est à ce moment-là où ils sont capables de se mettre en danger. Je vais braver ma peur,
Oui, enfin bon, saute pas, d'un mur d'équilibre sans, t'harnacher et mettre, des trucs, en sécurité, en fait. Et ils peuvent avoir cette tendance-là, à se mettre en danger. Pourquoi? Bah, pour donner vérité à leurs croyances limitantes. Tu vois? Je t'avais dit, c'était dangereux. Donc voilà, ils ont une force de positionnement, qui peut aller jusque-là, parce qu'ils ont besoin de maîtriser la situation et de vouloir tout gérer tout le temps. Ils sont tout le temps dans une interrogation constante et ils ont une particularité à interpréter beaucoup et à juger beaucoup aussi. C'est l'image que l'on nourrit au quotidien. Arrête de donner à manger à ton monstre. Ça, à l'énéatype 6, il faut qu'il se le mette en mantra. J'arrête de donner à manger à mon monstre. Et c'est lui-même, hein, le monstre, c'est pas l'autre. Donc le 6, parent, bah, attention à vos comportements en tant que parent parce que pour la peur de la sécurité de leur enfant, parce que le mental tourne. Un parent 6, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça s'arrête pas. Et donc c'est inconfortable pour les 6, mais ils connaissent donc cela et en fait ça devient une habitude. Mais voilà, c'est très, très inconfortable pour les 6. Ils vont avoir une tendance à se fatiguer beaucoup et ça peut être aussi, fatigant pour les enfants des énéatypes 6. Et c'est pour ça que, bah, parfois on peut voir, j'extrapole, hein, un autre exemple, on peut voir une maman, loyale qui va, peut-être, vivre seule et donc en fait, ben, un de ses enfants, une fille ou un garçon, pourrait devenir archétype numéro 8, protecteur de la maman. C'est des cas de figure qui peuvent exister. C'est un exemple. En tout cas, pour les archétypes 6, rien n'est définitif. Tout change toujours, tout le temps. Tout est toujours remis en question. Ils sont dans un doute tout le temps présent. Et si? Oh, imagine! Oh non, mais oh là là! T'imagines, c'est quoi? Non, mais oh, en plus, si on ajoute ça, ouah, tu vois? Donc ça, voilà, c'est vraiment l'énergie du 6. Oui, chaque nouvelle porte, chaque nouveau changement dans l'organisation de base est un potentiel danger pour tout. Et donc avec son intelligence, hein, parce qu'il fait partie du royaume mental, il pense tout contrôler. Il pense avoir pensé à toutes les éventualités. Et donc, il est dans une tendance à figer, à détourner, à empêcher la vie d'émerger comme elle doit. Et ça peut être aussi violent pour lui, pour son corps. Parce qu'encore une fois, en tant qu'archétype, mental, il va être très dans la tête, donc peut-être il se sert pas forcément bien de ses capacités intellectuelles, et peut-être aussi du coup, il écoute pas suffisamment son corps, donc et son cœur aussi, ses émotions, parce que tout ça, c'est confus. Donc j'invite vraiment, bah, voilà, à prendre conscience de votre alignement, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Et plus vous serez dans cet alignement-là, de la Trinité, mieux vous pourrez voilà, observer, ressentir chaque expérience en fait. Donc pour le 6, il faut que tout fonctionne comme il ou elle veut. C'est la règle de fonctionnement. Il ne faut pas y déroger. Il ne faut pas entraver les règles. C'est un loyaliste. Le loyaliste a peur de la trahison. Donc, la spiritualité est vraiment nécessaire pour les archétypes 6. La sensation que la vie ne les supporte pas, la foi aveugle. Il est sceptique et remet tout en question. C'est bien s'il trouve totale confiance, totale méfiance. Hein, voilà. Enfin, c'est bien s'il trouve, comment dire, l'équilibre entre totale confiance et totale méfiance, parce que sinon, il n'en finit jamais de basculer de l'un à l'autre. Et donc, c'est difficile d'avoir la confiance d'un 6 parce qu'il est tout le temps en train de juger et de jauger. Encore une fois, rappelez-vous quand il était enfant ce qui s'est passé pour lui. Hein. Et ça vaut pour chaque énéatype. Et comprendre, sentir ce qui s'est passé pour chacun quand on était enfant, waouh, ça nous permet vraiment d'avoir du recul, de l'empathie et de l'accueil.
Accueillir vraiment l'énergie du vivant. Donc l'archétype 6, beaucoup de projections sur l'autre. Est-ce que c'est le cœur, le besoin, le corps, voilà, la croyance d'être seul au monde, laissé pour compte, créer beaucoup de rigidité, attaché aux règles, pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Ils ne se sécurisent jamais assez, c'est jamais assez bien sécurisé. Et les autres, c'est pareil évidemment. Ce sont des gens conflictuels, parfois agressifs et combatifs pour défendre leur point de vue. Ils ont toujours une ressource de côté. Ils conduisent avec le pied sur le frein. L'inverse de la peur, c'est la confiance. Donc, pour assurer sa sécurité, l'archétype 6 va chercher dans l'autre. Si le 6 cherche en lui, il va guérir. Donc, vraiment, si on reconnaît un enfant 6, je vous invite à l'accompagner dans ce chemin vers lui. Parce que c'est là où il va trouver la vraie liberté et avoir des pensées raisonnables et penser correctement, en adéquation avec la réalité. Donc voici pour cet atelier les 3 archétypes que l'on vient de voir, le 9, le 3 et le 6, pour qui le monde extérieur et le monde intérieur sont autant importants l'un que l'autre et qui sont tendus entre les deux. Donc voilà, pour aller un peu plus loin, quelle est l'évolution qui vous permettra de libérer votre soi véritable? Ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, histoire que vous preniez plaisir au prochain atelier. Donc, ce qu'on va voir, bien, ça, c'est ce qu'on a vu. C'est le royaume instinctif, le royaume émotionnel et le royaume du mental. On va reconnaître les postures de chaque énéatype. Donc, le 8, je donne de la douceur aux autres. Ça va lui faire du bien à lui et aux autres. Le 9, je suis heureux dans mon corps. C'est le paradis. Le 1, je me donne de la douceur. Ça, c'est vraiment l'évolution qui vous permettra de libérer votre soi véritable. Le 2, qui fait partie donc du royaume émotionnel, je reconnais sincèrement la valeur des autres. Le 3, j'ai de la valeur en tant qu'être. Le 4, je vois sincèrement et je reconnais ma valeur et ma place. Le 5, royaume du mental, je suis libre de créer dans et par mon corps. Le 6, je suis libre d'exprimer ma propre autorité de créateur. Et l'énéatype 7, je libère le pouvoir créateur chez les autres. Si chacun des archétypes arrive à aller dans ce sens, ça va permettre une évolution. On verra aussi la préférence des centres. On l'a déjà un petit peu vu, mais de manière beaucoup plus graphique. C'est-à-dire, vous avez vu là ce soir, le 9, le 3, le 6 font partie de l'équilibre ici. C'est-à-dire, tendu entre les deux, il faut rechercher cet équilibre. Le vert, l'intérieur. Le 1, le 4, le 7. Vous voyez, c'est exactement le même triangle que celui-là. Et on vient le retrouver ici. Et extérieur, on vient le retrouver ici. Et vous voyez que les espaces des royaumes sont bien délimités. On en reparlera évidemment au prochain rendez-vous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour les exercices que vous allez pratiquer. Et entre autres, ce soir, ou si vous voulez, vous pouvez le faire maintenant, au moment où vous avez l'exercice devant vous, je vous invite à faire 21 gratitudes. Et ça serait chouette que vous me disiez où vous en êtes. Est-ce que c'est difficile maintenant de trouver 21 gratitudes ou est-ce que vous êtes déjà arrivé à plus de 100 gratitudes? Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et, je vous dis à bientôt et
Bon travail à vous.